Salut et bienvenue dans Et on recommence, le podcast entre potes dédié aux remakes de films et de séries. Je suis Cynthia et aujourd'hui pour m'accompagner, il y a Hugo, Hello, Élise, Salut et Bastien. Salut. Dans cet épisode, on va parler d'un Indien dans la ville et de son remake américain, Un Indien à New York. C'est parti! Alors, Un Indien dans la ville, c'est une comédie française culte sortie en 1994, réalisée par Hervé Palude et produite par Ice 3, la société de production de Thierry Lhermitte. C'est le film français qui a le plus d'entrées cette année-là, avec près de 8 millions d'entrées. Donc c'est vraiment énorme, hein. Pour vous donner un peu une idée, c'est plus que Léon, Forrest Gump ou encore The Mask. Au casting, on retrouve dans le rôle de Stéphane, Thierry Lhermitte. Pour l'accompagner dans le rôle de Richard, on a Patrick Timsit, connu surtout à l'époque pour sa carrière d'humoriste. On a Ariel Dombal, qui joue Charlotte, la nouvelle femme de Stéphane, Miu Miu, son ex-femme, et Ludwig Briand, qui joue Mimi Siku, le fils caché de Stéphane. Alors, j'ai eu la chance de pouvoir poser quelques questions à Ludwig. Merci à lui d'avoir pris tout ce temps. Et donc, on va pouvoir ponctuer l'épisode de quelques-unes de ses interventions. D'ailleurs, petite info, le film va être remasterisé et devrait ressortir en 4K cet été à l'occasion des 30 ans du film. Alors, pour parler un petit peu de Ludwig, on va faire un petit jeu. Je vais vous poser des questions et vous allez me dire si, à votre avis, c'est vrai ou faux. Alors, à un moment dans le film, on voit Mimi Siku qui escalade la tour Eiffel. À votre avis, est-ce que ça s'est passé pour de vrai ou pas ? vrai. Ouais, je pense aussi que En c'est vrai, je me suis dit que c'était bien fait. Je trouve que c'est un peu trop vrai. Ouais, et bah en vrai, c'est vraiment lui. Il a suivi un entraînement intensif de 6 mois en gym, en tir à l'arc, en escalade. Et donc c'est vraiment lui qui escalade au 2e étage de la tour Eiffel. Donc il y avait quand même des cascadeurs à côté pour l'aider aux besoins, des filets de sécurité aussi. Donc lui explique qu'il a kiffé cette expérience et que ce qui était le plus dur finalement, c'est d'être juste en pagne parce qu'il faisait super froid là-haut, quoi. Alors, deuxième question. À votre avis, est-ce que la plupart des animaux qu'on voit dans le film sont vrais ou pas ? Oui, Non. Je pense que oui. L'araignée est vraie. Les crocodiles, on peut peut-être se poser la question, mais... Oui, les crocos et le serpent, je crois. On va écouter la réaction de Ludwig. J'ai passé une semaine avec Guy de Mazur qui, en préparation au tournage, m'a habitué à la manipulation des animaux, mais pas que les araignées, pour le coup, les serpents, j'ai eu à manipuler pas mal d'animaux. ah ouais, même le serpent était vrai en fait. Ah, je pensais pas. Et par contre, vous avez raison, pour le crocodile, c'est bien faux. Et en fait, si vous regardez bien, on voit une corde sur un des plans qui tire le faux crocodile. J'ai pas vu. Et donc, dernière question. Ludwig et Thierry Lhermitte ne se sont pas du tout entendus sur le tournage. À votre avis, vrai ou faux ? Ah, Ça, c'est trop dur. là, comme ça paraît pas vrai. Je me souviens de voir des images de promotion après, un truc comme ça, où ils avaient l'air plutôt bien. Après, c'est du marketing, hein, mais... C'est T'as ça. triché. je dirais que c'est faux, mais... Bah ouais, c'est faux, effectivement. Et Ludwig disait justement que Thierry était super protecteur à l'époque. Et qu'il arrive encore qu'il s'envoie des petits textos de temps en temps. Oh. Ah, trop mus. Alors, Bastien, du coup, si tu veux bien, je te laisse raconter le pitch. Bien sûr. Alors, c'est l'histoire de Stéphane Marchado qui débarque en Amazonie pour trouver son ex-femme et lui faire signer les papiers de leur divorce. Elle lui apprend alors qu'il est le père de Mimi Siku, un ado de 13 ans. Et comme celui-ci rêve de voir la tour Eiffel, Stéphane finit par l'emmener à Paris. Pourtant, le moment est mal choisi car Stéphane ne vit que pour son travail de trader et n'a donc pas du tout de temps à consacrer à son fils. Pire encore, avec son associé Richard, il s'est associé les foudres de la mafia lettonne. Alors, avec un budget de 5 millions d'euros, le film a récolté plus de 70 millions de dollars de recettes à l'international. Il a fait le tour du monde et s'est donc exporté notamment en Italie, Espagne, Taïwan, Suède, Japon, mais aussi aux États-Unis. Et étant donné que c'est un film familial, il a fallu le doubler en anglais, et c'est Thierry Lhermitte qui se double lui-même. Étonnant. Et à votre avis, est-ce que le film a marché aux États-Unis dans cette version ou pas ? Attends, la version française ? Ouais, la version française, doublée aux États-Unis. Non. Bah, je pense que oui, parce que sinon, il n'y aurait pas eu de... Disney serait pas intéressé après pour le reprendre. Ouais. Ce qui est probablement la raison derrière laquelle ils ont voulu faire un remake au final. Eh bien, pas du tout. Ah bah dommage. Malheureusement, le film est un énorme échec outre-Atlantique et les critiques sont assassines. On pouvait lire à l'époque « Un Indien dans la ville est l'un des plus mauvais films jamais faits » Aïe, aïe, aïe. ou encore « Absolument personne ne devrait être soumis à l'indignité de regarder ces 90 minutes de semblant de film ».
C'est Ok. hyper violent. Ah ouais. Et ils se sont dit, vas-y, go, on fait un remake. Justement, Trop drôle. c'est Bill Wilson, le producteur délégué américain missionné par Disney et TF1 International, qui n'a pas hésité à acheter les droits à Thierry Lhermitte pour 2 millions de dollars et a injecté après 50 millions de dollars de budget pour le film, car selon lui, aux États-Unis, de toute façon, les remakes fonctionnent mieux que les films originaux. Ok. Voilà. C'est pas étonnant. C'est comme ça que le projet de remake a vu le jour en 97 sous le titre original de Jungle to Jungle. Et les producteurs donc, ont fait appel au réalisateur John Paskin et l'acteur Tim Allen. Les deux n'avaient fait qu'un seul film à l'époque, à savoir Super Noël, mais étant donné que ça avait rapporté 100 millions de dollars nets, ils n'ont pas hésité à leur laisser leur chance. Et pour ce projet, Tim Allen a pris un cachet de 9 millions de dollars pour sa prestation. Pour ceux qui ne connaissent pas Tim Allen, on l'a vu dans la série Papa Bricole, Galaxy Quest, et c'est aussi celui qui prête sa voix à Buzz l'éclair. Ah oui, c'est vrai. Il y a aussi Martin Short dans le rôle de Richard, qu'on a pu voir dans L'Aventure intérieure, ou plus récemment aussi dans la série Only Murders in the Building. Et enfin, on a Sam Huntington, qui fait ses premiers pas au cinéma pour interpréter Mimi-Siku. Lui, on a pu le voir dans la série Being Human, ou encore dans Véronica Mars. Alors, est-ce que le film il a une importance particulière pour vous ? Est-ce qu'il vous a marqué ? Ah, le poisson pané. Toi, c'est le poisson. Vas-y, raconte ton anecdote de poisson Ouais, pané. Je me suis dit, mais c'est marrant, toutes les bêtises que je faisais, c'était à cause de ce film, je suis persuadée, parce que une fois, j'avais chopé du poisson pané dans le frigo, et je suis allée le bouffer, et en fait, je me suis dit, putain, mais c'est dégueulasse, en fait. Mais j'avais quand même mangé là, une bonne moitié du poisson, des bâtons du poisson. Ma mère n'a rien dit, je me souviens, elle m'a laissé les bouffer. Ah ouais ? Et ça, je suis persuadée que c'est à cause de ce film, en fait. Ouais, parce qu'il y a une scène justement où il mange le poisson surgelé comme ça Ouais. sans l'avoir fait cuire. Je me suis dit que ça allait être super bon, et en fait, pas du tout. Donc maintenant qu'on a pris le temps de bien planter le décor, on va passer à l'analyse. Alors moi je trouve que ce qui saute aux yeux en premier, c'est le fait que les deux versions sont extrêmement semblables. Et est-ce que vous êtes d'accord ou pas et qu'est-ce que vous avez remarqué par rapport à ça ? Ouais, je dirais 80% semblable, hein. Il y a peut-être des petits trucs qui changent, mais Ouais. dans l'ensemble, c'est les mêmes plans, c'est le même archétype avec le papa et le fils. Ils essaient de se lier, mais ils n'arrivent pas au début. Du coup, il doit prendre ses responsabilités. Enfin, En fait, c'est vrai que les films sont vraiment identiques, le scénar est quasiment le même, mais on est vraiment sur un décalque pur et simple, quoi. Ouais. Avec un changement de décor. Ça va pas beaucoup plus loin. Limite, je pense qu'on pourrait les timer pour voir les scènes, paf, qui arrivent pile presque au même moment. Oui, c'est ça. Voire, il y a même des lignes de texte qui sont rigoureusement les Oui. mêmes. Ah ouais, vraiment. Oui, il y a exactement la même réplique à un moment quand justement, donc du coup sa femme qui elle est partie s'exiler au Venezuela, elle explique pourquoi justement elle a quitté son mari. Un matin, l'installateur est venu à la maison pour brancher la 5e ligne. Il m'a demandé si j'étais la standardiste, et tout d'un coup, j'ai réalisé qu'effectivement, j'étais devenue la standardiste. Un matin, un type est venu, il s'est présenté à notre appartement pour installer une 5e ligne, et il a demandé si j'étais la standardiste. Et même les décors, c'est vrai que c'est les mêmes parce que je sais pas si vous avez fait gaffe, mais en fait, il y a des endroits, surtout le bureau au tout début, quand à l'aéroport ils veulent regagner la plage, il y a Stéphane qui s'arrête pour téléphoner. Les Américains, justement, ont exigé que cette petite cabane avec le téléphone soit reconstruite pierre par pierre et dans les mêmes couleurs que celles qui Sérieux ? apparaissent dans la version française. Enfin, c'était vraiment un truc très voulu de la part des Américains de coller au maximum au décor de la version française parce que pour eux, c'était ce qui pouvait participer en fait au succès, quoi. ok. Par contre, les Américains, ils baffent pas les gamins. Ouais, bah ça on va en parler. Vas-y Hugo si tu veux en parler. Je trouve que les gamins qui se prennent des grosses stars de Patrick Dempsey, ça me fait marrer. C'est horrible, mais Ah non, mais la le violence. vieux bruit du exagéré. truc. Mais ça c'est une vraie différence. Enfin, bon, après, il y a plein d'autres choses à parler là-dessus, mais c'est une vraie différence, effectivement. Côté français, ils sont totalement décomplexés là-dessus, là où le côté américain a complètement gommé Ah oui. ce truc. Enfin, le côté Martin Short, on est dans une famille très bienveillante, etc. Alors que côté Team Seed, c'est le chaos total, cette famille. Enfin, c'est... Je me demande s'il n'y a pas une sévérité d'éducation en France, parce que, tu vois, dans la version française, ils parlent d'aller à la pension, ils engueulent leurs gamins, ils les frappent. C'est peut-être pour ça que le côté enfant qui écoute pas les règles, ça nous parle peut-être plus en France. Alors que quand tu regardes dans la version américaine, même Miseku, vers la fin, il est beaucoup plus proche de la société américaine, quoi. Il cherche à savoir pourquoi on lui crie dessus, qu'est-ce qu'il a fait avec la fille. Il cherche pas à se rebeller, il cherche pas à s'enfuir. Il est assez conforme aux règles, en fait, j'ai envie de dire, de la Oui, maison. c'est Ouais, vrai. c'est vrai. Ouais. Mm. Mais j'ai l'impression que c'est un truc aussi très français. Hein. Dans les années 90, enfin, bon, moi quand j'étais petite, on m'avait déjà sorti l'histoire du couvent. Ouais, il y avait un truc, enfin, là, oui, je vais te mettre en pension, on l'a déjà entendu.
Ouais, le pensionnat, les jésuites. Non, les jésuites. Heureusement que ça a changé quand même depuis. Mais c'est quelque chose où j'ai l'impression que c'était banalisé, tu vois, un peu cette violence envers les enfants dans les années 90. Le martifet. Le martyr. Petit fouette. Les Martinets. C'est horrible. Je veux juste parler du personnage de Miu Miu parce qu'on le voit pas beaucoup, Ah, mais Miu Miu, elle a pas grand-chose à jouer, la pauvre. elle a aucun fond, la meuf, quoi. T'as juste l'impression qu'elle est partie sur un coup de tête. Pour moi, c'est un personnage fonction. Hein. C'est Ah, un mais personnage totalement, fonction ouais. qui sert au scénario. Hein. Oui, c'est juste, sûr. elle est là, elle Mais- amène la situation, point barre, on s'en fout. Mais en attendant, pour moi, c'est le personnage le moins con des femmes, en fait. Enfin, c'est C'est parce ce que j'allais Bien dire. sûr. Parce qu'après, toutes les autres femmes, t'as soit Charlotte, donc Ariel Dombal, qui joue la femme de Richard, elle se veut un peu spirituelle, et en fait, elle est égocentrique, matérialiste, et elle est incapable de prendre une décision toute seule sans demander, en fait, l'avis de son grand Manitou, là. Marie, la femme de Richard, elle est juste bonne à pleurer, à se plaindre, à s'occuper des enfants, à faire à bouffer. Même Richard, à un moment, il lui fout une petite claque au cul, en mode genre, Oui, allez, voilà. salut. La petite tape Ouais. dans les fesses. Voilà, c'est ça. Et il y a une phrase aussi qui m'a choquée parce qu'à un moment, donc elle, vu qu'elle pense que au foyer et tout, elle leur propose à manger alors que bon bah c'est le moment où il y a tout le truc avec les laitons. Donc... Vous voulez vraiment rien manger? Ah, c'est pas vrai. On va se faire bouffer les doigts, me demande si on a faim. Qu'est-ce qu'elle... Et je me suis dit bah Miu Miu finalement le personnage bah, c'est peut-être le moins con parce que c'est la seule qui s'est barrée et qui a fait quelque chose de sa vie, même si effectivement c'est un personnage fonction et que il est pas creusé. Je me suis dit au moins bon bah Ouais, c'est ça qui est chiant. Mais on est quand même sur des films où c'est la vision occidentale d'un certain exotisme. oui. Avec complètement. Clairement. les Indiens et tout, avec des blagues qui sont quand même relativement racistes. Hein, Ah oui Ah oui. oui, oui. Enfin, je dis relativement d'ailleurs, je sais pas pourquoi, mais j'allais dire on ferait plus ça aujourd'hui. Enfin bon, c'est une évidence. Mais ouais, non, il y a des remarques. Il y a des personnages qui en deviennent odieux, quoi. La première fois qu'il voit un gamin, qu'est-ce qu'il veut le petit gitan? Il va me C'est nettoyer ça. les lunettes. C'est Tipsy qui sort ça. Ah, c'est horrible. Horrible. Qu'est-ce qu'il veut, le petit gitan? Il veut laver les carreaux de mes lunettes? C'est mon fils, expliquerai. En fait, c'est ça qui m'a choquée, c'est que j'avais tellement une bonne image de ce film parce que je le regardais petite, mais du coup, je me suis rendu compte que je m'étais souvenu que des gags, on va dire, type avec l'araignée ou des trucs comme ça. Et quand tu le revois maintenant, mais tu te dis, mais attends, c'est pas le même film que je regarde là. Je me suis dit, mais j'ai complètement. Mon cerveau, il a complètement lavé ses passages, quoi. On vivait dans une époque différente Oui, c'est où ça. l'humour était différent Ouais. et où à l'époque on se marrait devant des blagues racistes, ça nous faisait rire, la misogynie ça nous faisait rire et petite je pense que tu comprenais pas ce genre de choses de toute façon en fait toi tu passais à côté. Non, c'est Donc, ça. Moi, voilà. ça me passait au-dessus, Bah, tu vois. en fait, on voit que les aventures de notre enfant hein, quand on était enfant. Oui. Ouais c'est ça. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Mm. Je l'ai dû le voir au cinéma, Ah j'avais ouais. 12 ans. Ah mais j'étais à fond quoi. C'était l'aventure d'un petit gamin qui se retrouve dans une ville avec un besoin de s'adapter. Et bah ouais, c'était ça qui était rigolo. C'était le gosse, il est sans gêne, du coup, il connaît pas les habitudes, les coutumes. Il tire des flèches dans les pigeons, il shoot des flèches à droite à gauche, il envoie bouler un peu tout le monde, il est sans retenue. Bah, c'était à hurler de rire quand t'es gamin quoi. C'est Bah oui, exactement c'est ce que génial. tu veux voir. Tu veux vivre ces aventures-là quoi. Bah, c'est ça, ouais. Puis même le contraste avec les autres enfants, les enfants de Team Seat, qui, cela dit en passant, sont insupportables dans la version française Insupportable. et beaucoup plus sages dans la version US. Mais oui, non, c'était très drôle tout ce contraste quoi. Oui on a envie de Ah les ouais. baffer. Hein. Oui, comme Team Seat. Mais justement tiens Bastien est-ce que tu te souviens à l'époque parce que moi le truc qui me choque un peu quand même là dans la version française c'est que ils abordent la sexualité d'un enfant de 13 ans de façon hyper frontale et moi ça m'a un Ouais. peu choquée quoi. Je pense que la partie sexualité m'avait pas plus choqué que ça. Parce que à 12 ans, c'est des trucs où dans la cour de récré, c'est des amourettes qui n'ont pas beaucoup de valeur, mais ça existe déjà. Après, oui, le côté quand ils se retrouvent dans le hamac là tous les deux et les parents qui surréagissent, ouais, on est dans un truc un peu problématique. Enfin, je trouve la réaction des parents est problématique. Exactement. Oui, la réaction des C'est parents ça. est totalement problématique. La mère qui dit il a violé ma fille, enfin c'est Oh là super là. chaud. Je sais pas, c'est un peu un mystère cette scène, mais bon. Moi, je suis d'accord avec toi parce qu'en fait, dans la version américaine, j'aime bien comment la romance est mise avec les enfants parce qu'elles sont leur point de vue. Hum. Alors que quand tu la regardes dans la version française, c'est toujours vu du point de vue des adultes avec Thierry Lhermitte à chaque fois qui est en Hum. mode ouais, il est en train de la serrer là. À chaque Ouais, fois qu'il te exactement. regarde en train de parler avec une fille ou autre, et là tu te dis c'est super gênant. en Ouais, fait. mais il y a la fierté de l'ermite en espèce de mâle dominant financier, mais voilà, qui se rend compte que sa progéniture a aussi des qualités. Ouais, mais c'est là que le truc est gênant. C'est eux qui sexualisent. Parce que la même scène au début, quand il est dans le village, quand il voit Mimissiku aller voir la fille dans le hamac, dans la version française, t'as l'impression plus que des bécos ou des trucs comme ça. Ça fait un peu genre grabuge façon Sims quoi, avec le truc qui bouge un peu et Mais donc oui. donc. Alors que dans la version américaine, ils se mettent juste à côté, ils se parlent et autres. Mais c'est ça. Et dans la version américaine,
À aucun moment, la fille qui est dans le hamac, il va l'embrasser sur la bouche. On va Non. jamais le voir l'embrasser sur la bouche. Exactement. Et toi, Hugo, c'est quoi ton rapport au film Alors moi, je vais dire, j'ai pas beaucoup de souvenirs de quand je l'ai vu, car je l'ai vu quand j'étais super jeune. Déjà, devais je suis avoir étonnée que tu 6 l'aies ans. vu à l'époque, Hugo. Bah, pourquoi? Parce que t'es pas trop comédie française. Ah, mais quand j'avais 7 ans, j'étais pas encore fan de John Carpenter et tout ça, hein. Mais du coup, c'est marrant, mais peut-être parce qu'aussi je regardais beaucoup de films, bah, justement américains et autres, mais j'avais plus un souvenir d'aventure à la Goonies ou des trucs comme ça, des péripéties dans la ville de Paris et autres, que Mhm. vraiment une comédie sociale à la française. Mm. Tu vois, du coup, c'est marrant de voir que les Goonies français, ça se passe dans le 6e arrondissement. Et du coup, j'ai demandé à Ludwig si pour lui le film avait vieilli ou pas, là, en le revoyant en 2024. Et voici sa réponse. Sur le film, je trouve qu'il a pas trop mal vieilli. Hervé Pallude, donc le réalisateur de l'Indien, avait quand même déjà introduit à l'intérieur du film certains éléments qui ont permis au film de ne pas trop vieillir. Je m'explique. Par exemple, à l'époque, il n'y avait pas tant de 4x4 que ça dans les villes. Pour autant, il y a énormément de grosses voitures dans l'Indien dans la ville. La voiture de Thierry ou la voiture de Team Seat. Je crois que ça, c'était un choix qui avait été opéré à ce moment-là parce qu'il avait pressenti que ce serait ce genre de SUV qui serait par la suite utilisé dans les villes. Autre point, le téléphone. Bon, les téléphones, ils font vieillot. Mais en réalité, à l'époque, il n'y avait pas autant de téléphones. Il avait, par exemple, pour la scène sur les champs, je sais qu'ils ont distribué des téléphones aux figurants exprès pour que justement l'Indien se trouve au milieu de tout un tas de personnes avec un téléphone dans la main et en train de téléphoner. Si tu prends la réalité aujourd'hui, je pense qu'ils seraient plus sur leur smartphone que sur des téléphones. Mais, en tout cas, c'est ce qui, à mon sens, a permis à l'Indien de pas trop vieillir sur ce point-là. Oui, c'est vrai, il y a un ancrage réaliste qui fonctionne encore aujourd'hui. À mon avis, la problématique vient plus de la fabrication du film elle-même. Le film est en sur-régime constant. Oui, C'est vraiment dur à regarder. je confirme. Il se passe une action, paf, on passe à autre chose, Ouais. on s'en fout du reste, c'est pas grave, on a fait le gag, hop, on va à autre chose. Là où le film américain a une petite constance, une petite continuation globale, il est un peu mieux fait aux encolures, quoi. Alors que côté français, on a c'est très très franco-français quoi. Oui, c'est ça, ouais. Un héritage de ces films. Enfin, moi j'ai beaucoup pensé au cinéma de Jean-Marie Poiré quoi, en le revoyant. Mais complètement, c'est vrai qu'on pense beaucoup aux visiteurs, je trouve. Mais oui. Et d'ailleurs, ça m'a même fait penser aussi à Thierry Lhermitte, le personnage du dîner de con, en fait. Ouais. Limite, je trouve qu'on aurait pu ça aurait pu être la suite du dîner de con, quoi. Un Indien dans la ville avec le personnage de... J'avoue que ouais. C'est surprenant à quel point il jouait, quoi. Thierry Lhermitte, l'espèce de gros mec plein de thunes à ces connards, quoi. Ouais, ça lui va bien, hein, au Ouais, final. tu peux Ça même lui y va voir bien. un parallèle avec son personnage des bronzés. Oui. Oui, c'est ça. Et vous avez pensé quoi du remake, du coup? Je trouve pas que le remake soit une catastrophe. C'est-à-dire que un film de 97, une comédie américaine de cette époque-là, avec ce genre de scénario, avec un casting qui fonctionne à peu près, je le trouve relativement honnête. Par contre, il est d'une flemme hallucinante. C'est-à-dire que c'est un copier-coller au niveau scénario. Enfin, quand bien même on change la Tour Eiffel par la Statue de la Liberté, Oui, en voilà. plus pour une scène qui est hideuse d'ailleurs. Voilà, il y a beaucoup plus de budget, mais les effets spéciaux sont ratés. Il y a un truc que je trouve catastrophique, c'est l'araignée Maïtika. Autant en France, ils ont utilisé une vraie araignée avec, on sent un petit peu d'effort au niveau du dressage. Enfin, voilà, il n'y avait pas de budget d'effets spéciaux, c'est pas grave, on prend un dresseur, on prend une vraie araignée, on fait des efforts. Là, aux US, on se dit, bah c'est pas grave, tu prends Greg Nicotero, qui d'ailleurs est cité dans le générique. Hein. Nicotero, c'est le maquilleur de Walking Dead et de plein d'autres films d'horreur et tout, donc c'est un mec qui sait ce qu'il fait, sauf qu'à Ouais, l'époque, voilà, il s'est retrouvé avec une araignée, on ne sait pas à des moments si elle est en stop motion ou si elle est tirée par un fil, etc. Et toutes les scènes sont une catastrophe Le avec. gros plan dessus, C'est mec. vraiment hein. C'est- horrible, ouais. c'est- Le gros plan, ouais. Ah oui, c'est raté. Et donc voilà, enfin tout ça pour dire qu'en tout cas, le remake américain ne fait pas beaucoup d'efforts. Quand il fait des efforts, par exemple pour changer le personnage de Dombal, c'est quand même pas drôle, Non, avec ouais, l'espèce de c'est dommage. caméraman qui la Non. suit façon année MTV où on fait de la Ouais, c'est vidéo ça. sur les gens de la mode et tout. Bon bah c'est pas réussi, c'est vraiment raté. Je sais pas si ça vous y avez pensé, mais moi je trouvais que le mec qui du coup faisait le caméraman, il me faisait grave penser à Spike dans Buffy. C'était un J'allais peu dire ça. C'est vrai, t'allais le dire aussi. Il y a un petit côté, un petit Quand on côté. a parlé, j'ai fait, elle va parler de Spike, c'est sûr. Ouais, c'est clair. Non mais c'est totalement ça, mais t'as totalement raison, Bastien. Vas-y, je te laisse, Ouais, ouais. je te laisse Et, continuer. Ouais. Non, mais je termine et c'est juste. Non, bah, en fait, je termine juste par un truc, c'est je trouve la scène
dans Central Park de danse, Ah, mais d'une merci. gênance hallucinante. Oh là là, faut Le en parler. cringe total. Sur tous les aspects, hein, sur tous les aspects. Le gosse qui joue Mimicicu qui nous fait un semblant de danse tribale loupé, Tim Allen qui sait pas où se foutre, qui fait 3 pas de danse, C'est voilà. Kat. Et est-ce qu'on doit parler de cette nana qui chante, j'ai rien à c'est dire qui fait là-dessus, mais qui braille dans son micro, c'est une catastrophe. Et voilà, du public qui se met à danser dans une espèce d'idée de tout le monde est chouette, tout le monde danse, c'est la communion et tout. La scène est loupée, personne n'y croit, c'est vraiment gênant ce moment. Quand c'est tombé ce passage, je me suis dit, mais c'est pas vrai, ils ont fait quoi? C'est typiquement le genre de truc qui aurait dû être une scène additionnelle et où ils auraient dû se rendre compte que ça fonctionnait pas dans le film en fait. Non, en fait, c'est ça matche pas, je trouve, avec le film, cette Ouais. scène. Je comprends le message qu'ils ont voulu passer en mode tout le monde est beau, tout le monde est gentil, on doit tous s'aimer, mais je trouvais que là-dessus, ça avait pas de sens de les faire danser comme ça. Enfin, toute la scène est vraiment une scène gênante. Tu vois, c'est marrant qu'avant qu'il y ait cette scène dans le film américain, je me disais, ah, c'est marrant, il fait quand même un peu moins bourgeois bohème que la version française avec toute la bande Souda Bar et compagnie. Ouais. Et là, Jusqu'à là. tout d'un coup, tu chopes ça et putain, j'ai pas réussi à regarder l'écran dans toute cette scène. C'était. Oh là Ah là. bon Ouais, c'était horrible. Le film français a quand même, on va dire, la qualité d'avoir une musique plutôt chouette. Il y avait, alors bon, Qui est la entraînante, chanson de Tonton David, hein, Ouais. Chacun sa route. c'est peut-être discutable, mais ça marchait. Dis-leur que chacun sa route, chacun son chemin, chacun son rêve, chacun son destin. Dis-leur que chacun sa route, chacun son chemin. Passe le message à ton voisin. Et il y a un truc dans la version américaine que j'ai beaucoup aimé, que je trouve qui est pas forcément dans la version française. C'est l'attachement du père avec Mimi Siku. Je Oui. sais pas, je trouve que dans la version américaine, il essaye plus de se rapprocher de lui. Il est triste qu'il parte. Dans la version française, quand Mimi Siku part, en fait, tu passes de toute la séquence avec les Russes, ça se finit. Mhm. Et là, la séquence d'après, Mimi Siku est déjà à l'aéroport en train de partir avec son père. Alors Ouais. que dans la version américaine, le père, il veut lui faire découvrir New York, il veut lui apprendre des trucs, il veut qu'il reste. Mais Mimi Siku veut partir de lui-même, en fait. Il l'annonce avec la petite leitmotiv du début du film qu'il aille à New York pour choper la flamme de la Statue de la Liberté. Ouais. Et le truc du briquet en forme de statue de la liberté qui s'allume, qui montre que c'est la flamme de la statue de la liberté qu'il lui donne à son fils, comme quoi il passe un peu sa période initiatique de devenir un homme, tu Je vois. suis d'accord. Il y a ce petit truc un Mhm. peu de grandir avec lui et de voir qu'il devient un homme, autre que bah ça y est, il se tape des meufs, c'est un mec quoi. J'ai envie de rebondir sur ce que tu dis. Il y a un truc qui m'a marqué aussi par rapport à la relation du père avec le fils dans la version américaine. Je sais pas si vous avez fait gaffe aux vêtements, mais à la fin, ils portent tous les deux la couleur rouge, alors que c'est la couleur de Mimi Siku. Parce que Tim Allen ne portait pas du... Alors, en tout cas, j'ai pas de souvenir qu'il portait du rouge. Enfin, tu vois, ça voulait montrer que ils ont réussi dans leur lien, Ouais, que c'est ça pas faux. fonctionne Mm. et que ça va continuer. Puis il y a toute la séquence avec les Russes Ouais, qui les Russes. deviennent un peu à la maman j'ai raté l'avion. Ouais, ça fait ça. Ils doivent se battre contre eux, ils doivent se sauver et compagnie, alors que la situation dans le film français se résout d'elle-même, tu vois. Ils lui redonnent la thune, puis ça y est, oh super, on est riche. Alors que le fait que le cours du café remonte dans la version américaine fait un rebondissement avec les Russes Ouais. qui croient qu'ils se sont fait arnaquer et qui viennent du coup essayer de les kidnapper dans la Mais c'est maison. castré. Ouais, il y a un petit truc, il y a une petite aventure par rapport à ça, tu vois, il y a un petit biplot. Et ça, vous aimez bien justement? Ben, j'ai trouvé que ça rajoutait du côté gamin, une aventure gamine au Je suis final. d'accord. Il y a du comique de situation. Le fait est d'avoir Martin Short dans le casting fait que c'était un mec qui était déjà rodé à la comédie sur ce terrain-là. C'est vrai. Tim Allen aussi, d'une certaine manière, même si dans l'absolu, il est probablement moins drôle que Martin Short. Tu penses au piranha dans la version américaine ou pas? Oui, mais En par plastique. exemple, voilà, effectivement, il passe sa main dans le fleuve et tout à coup, bim, il y a un piranha au bout de sa main. Enfin, c'est plein de tout petits gags comme ça qui fonctionnent mieux parce que même parfois, ils ont repris exactement les mêmes scènes en France ou aux États-Unis. Et le montage est tellement bien fait et ça fonctionne bien plus, je trouve, aux États-Unis sur une même scène. Dans la version américaine, quand il passait la main dans l'eau, j'étais en train de me dire, mais putain, mais passe pas ta main Ouais. dans l'eau de l'Amazonie, tu vas te choper des parasites. Et là, dans la version américaine, ils Ouais. le disent, donc j'étais là, ah, je suis pas le seul à penser ça. Bah, disons, moi je trouve ça rapporte presque plus un côté enfant en fait. Enfin, plus Ouais, c'est Disney, cool. comédie de l'époque, comme tu disais tout à l'heure, un peu Maman, j'ai raté l'avion. Ouais. Toutes ces comédies-là où c'est vraiment. En fait, presque le film français s'adresserait aux vieux enfants presque ados. Et le film américain est beaucoup plus Disney, beaucoup plus enfant en fait. Et qu'en fait vraiment un pur divertissement tout public. Oui, c'est vrai. Alors que côté français, on a Tim Cité l'ermite, c'est du comique de dialogue. On n'est pas du tout sur la C'est même sur chose. des vannes. Il y a beaucoup de séquences qui ressemblent à des sketchs de théâtre, je trouve. Je veux dire, même avec la vieille qui
qui habite à côté, la façon dont elle réagit, la façon dont elle parle, l'échange avec le gardien, trouver des mots Ouais. ou autre, ça fait très Oui, théâtre. complètement. Monsieur Maréchal, c'était quelque chose de tout velu, avec de très grandes pattes, Une cigogne. avec des grandes pattes qui tricotent. Un pullover. Même la façon de jouer aussi du gamin de Team Seat, là, qui gueule avec les poissons, par exemple, quand Mimi Siku chope les poissons de l'aquarium de Team Seat et qu'il va les manger. Et après, maman, il a fait une connerie, maman, il a bouffé les poissons, machin. Et c'est tout en hurlement. Ces scènes-là sont très, très Ça théâtrales. fait très vaudeville. Et justement, quand j'ai demandé à Ludwig ce qui, pour lui, était la plus grosse différence entre l'original et le remake, voici ce qu'il a répondu. Ce qui était énervant aussi, c'est que, en fait, le film avait été en réalité tourné autour de l'acteur principal qui est aussi coproducteur du film. Et lui, quand il a racheté les droits pour faire le remake, il a modifié l'histoire pour la faire tourner autour du père et non pas autour de l'enfant. Et ça, je trouvais ça dommage. Parce que du coup, ça cassait un peu la dynamique du film pour enfants. Tu le fais pas. Enfin bref. Après, là, on rentre dans un point de vue vraiment strictement personnel et très certainement aussi modifié du fait que j'ai tourné dans la première version. Carrément, surtout que dans le film français, le personnage de Mimi Siku est un homme techniquement. Et même dans la façon dont il affronte ses problèmes, dont il interagit, il porte une certaine vision du monde qu'il apprend à tirer l'ermite. Il lui apprend une nouvelle façon d'être quelqu'un, en fait. Et tu vois que le gamin a une certaine sensibilité dans tout ce côté sauvage ou autre, alors que Mm. dans la version américaine, il a aucun accent, tu vois. Non, ouais. Il fait pas toi, moi, toi, comme ça quand il Ouais, parle. c'est vrai, oui. Avant qu'il s'affronte contre les Russes, il est tout sage, il est coincé dans la chambre avec la gamine, il est pas rebelle, il fait rien. Donc c'est un peu le personnage est effacé, quoi. Ouais, il est un peu effacé, ouais, c'est ça. En fait, Très il est plus absent, sage ouais, dans la ouais. version américaine, Mm. c'est sûr. Enfin, tu Complètement. le ressens, t'as l'impression qu'il essaie de fit, mais en même temps, enfin, tu vois que c'est pas du tout le même caractère que Mimi Siku dans la version Mm. française. Puis même comment il se tient, tu vois, mais Misko, il a une espèce de Mimi, il a un côté un peu sauvage. Je trouve qu'il joue super bien, il a un jeu de rôle Ouais. et il est investi par rapport à ça. Alors que quand tu regardes dans la version américaine, il se tient un peu comme un adolescent, et il a pas ce côté un peu sauvage, donc c'est bizarre. Ouais, et même c'est vrai que au niveau de l'affiche, je sais pas si vous avez vu l'affiche française qui est sortie Oui. aux Bah États-Unis, oui, du coup c'est oui. Mimi Siku qui est face à la Tour Eiffel, et les Américains ils ont sorti 2 affiches, donc il y en a une où Tim Allen il est enroulé dans un serpent mais il prend les 3/4 de l'affiche, il y a Mimi qui est juste assis à côté de lui, et carrément l'autre affiche qui est sur le DVD, c'est seulement Tim Allen en costard avec une flèche dans la bouche, il y a une migale Ouais. sur l'épaule et une coiffe indienne, mais on ne voit pas du tout Mimi quoi. Mais parce que clairement, le marketing US a vendu le film avec Tim Allen en étant ça. star. C'est ça, voilà. Ouais. Mais après, oui, c'est ça, hein, je suis d'accord. Je trouve que le casting français, pour le coup, est intéressant. Ils ont fait un vrai effort d'aller chercher un gosse qui matche avec le personnage, qui est quand même plutôt crédible. Là où, côté ricain, ils ont casté le gosse qui est ressorti lors du casting, auquel ils ont foutu un maquillage on dirait un gamin qui s'est déguisé pour Halloween, hein, ça va pas plus loin. Mais à aucun J'ai moment, on est pensé dans à un ça. gosse qui vit dans un pays indien depuis 13 ans. Enfin, Non. on n'y est pas. Ouais, centre de Et loisirs. quand ils lui remettent un jean et des baskets, là, il est crédible, en fait. Mais trop! Ouais, c'est clair, il est beaucoup plus crédible comme ça. Et d'ailleurs, pour continuer sur le remake, moi j'ai demandé à Ludwig ce qu'il avait pensé du remake à l'époque et ce qu'il avait aimé ou pas aimé. J'ai été sollicité par la boîte de prod qui était en charge de la diffusion d'un Indien à New York en France pour donner mon avis sur le film. Donc j'avais pu le voir comme ça en avant-première. Mais en fait, ça m'avait pas. Enfin, j'avais été assez langue de bois parce que ça m'avait pas plu du tout en fait. Mais comme il m'avait invité, j'avais dit que ce que j'avais pensé de pas mal. C'est-à-dire que qu'il y avait quelques scènes qui étaient pas mal. Voilà. Et sinon, j'avais pas trouvé terrible. Et aussi, excuse-moi, mais nous, on a tourné sur la Tour Eiffel. Eux, ils sont pas tournés sur le. Ça se voit, et c'est limite si tu vois pas le fond vert derrière quand il escalade la Statue de la Liberté. Je sais que ça m'avait choqué à l'époque. Je l'ai pas revu depuis. Donc je l'ai pas revu depuis. Ça doit faire 25 ans ou 24 ans. Mais je trouve que il y avait. Techniquement, c'était au moins beau. Après, ce qui m'avait plu aussi, par contre, c'est de revoir parce qu'ils ont été tournés en Amazonie, je pense, au même endroit que nous. Donc à Canaima, qui existe vraiment. Et voilà, c'est le seul truc quoi, que j'avais apprécié dans le remake, je crois. Je trouve un peu dommage, effectivement, qu'ils aient eu plus de budget, mais qu'ils aient pas fait beaucoup d'efforts sur
sur l'araignée, sur l'escalade de la Statue de la Liberté qui est franchement loupée. Alors Dégueulasse. certes, on était en 97, mais c'est ça, comme il dit, on voit les fonds, Non, c'est moche. c'est assez crado, c'est quand même ouais, franchement loupé. Ouais, c'est un peu dommage de se dire qu'il y a autant de budget dans le film et que finalement, au niveau des effets spéciaux et des trucs qui étaient les plus importants et les plus impressionnants dans l'original, dans le remake, on s'attend du coup à un truc au moins aussi bien, et là, c'est pas du tout le cas, quoi. C'est ça. Du coup, c'est un peu loupé côté US, ouais. Bon, ben c'est comme ça qu'on va conclure cet épisode. Alors, merci à tous les trois pour votre participation. Salut. Merci. Merci Cynthia. On remercie aussi encore Ludwig pour le temps qu'il nous a accordé, et merci aux personnes de l'ombre pour leur aide précieuse, et à vous d'avoir écouté cet épisode. Si vous souhaitez nous soutenir gratuitement, rien de plus simple, abonnez-vous, mettez des commentaires et likez. À bientôt!